Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinébodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Vega, podcasteur à gages, et j'accueille à nouveau aujourd'hui avec joie dans l'émission mon cinébody, le scénariste Jules Vachaud, l'homme qui aimait les films, mon partenaire en crime, et qui va écumer avec moi les bas-fonds de la ville des anges dans Cinébodies numéro 52, Pulp Fiction, 1994, réalisé par Quentin Tarantino. Et maintenant, Royal with Cheese pour tout le monde. C'est Abracadapod qui régale. Bonjour mon Cinébodies, comment vas-tu? Bonjour Cinébody, écoute, ça va d'attaque pour ce nouveau podcast. Ravi de te retrouver après une si longue absence, à la manière de Kwai Chang Caine dans la série télé Kung Fu ou de Jules dans le film dont nous allons parler aujourd'hui. Tu es parti pour prêcher la bonne parole sur les routes du monde, petit scarabée. C'est ça, ouais. Mais te voilà rentré au bercail. Et aujourd'hui, notre histoire commence dans les années 80 où un jeune homme de 22 ans travaille chez Video Archives, Vidéo Archive en français, un vidéoclub. Et est-ce que tu peux expliquer à nos plus jeunes auditeurs ce qu'était qu'un vidéoclub? La vidéo. Écoute, moi, en fait, j'ai été, je crois, membre une fois, mais pas très longtemps, hein, parce que, en fait, moi, je détestais les cassettes vidéo VHS. Après, il y a eu on avait des DVD dans les vidéoclubs, mais tu avais donc, pour les gens qui connaissent pas, hein, c'était un endroit qui ressemblait un peu au rayon DVD de la Fnac, hein, où tu venais emprunter, comme dans une bibliothèque, des films quoi, pour le week-end, la soirée, et tu payais. C'est ça, il y avait les blockbusters en Amérique, c'était une véritable culture qui a complètement disparu maintenant, mais c'était une religion quasiment. Mais donc Tarantino travaille dans ce vidéoclub, il est passionné de films, mais il est tellement pointu qu'il devient vidéo butler, c'est-à-dire qu'il design des programmes de films pour ses clients, et il a effectivement des goûts très éclectiques qu'on va retrouver dans ses films, qui vont de la blaxploitation au kung-fu, à tous ces films Grindhouse dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Il apprend l'acting, tu as vu, il commence comme acteur au début, il a véritablement envie de devenir acteur, puis il passe à l'écriture de scénario, et il fait un film qui n'est jamais sorti, qui s'appelle My Best Friend's Birthday en 1987. T'as entendu parler de ça? Il a fait comme acteur, je crois. Hein. Je crois pas que c'est qu'il l'a réalisé aussi. Et je crois qu'il l'a réalisé ou co-réalisé parce que je pense. Oui. C'est censé avoir servi de base à True Romance, en tout cas à l'écriture du scénario de True Romance, où il a repris joue les dedans. Je crois que tu peux voir des bouts sur Internet ou des photos. Enfin, il est beaucoup plus maigre. Il a une drôle de tronche avec une banane un peu à la Elvis Presley, tu vois. C'est vrai, on voit des photos dans son vidéoclub d'ailleurs. Il y a une photo d'Elvis derrière lui, c'est drôle. Et ça doit être le premier cinéaste, en fait, qui est sorti d'un vidéoclub. Et ça a un peu... moi, je fréquentais pas vraiment des vidéoclubs après, mais j'achetais beaucoup des laserdiscs à Paris dans une boutique qui s'appelait l'Album rue Dante, qui doit toujours exister d'ailleurs. Mais j'ai acheté les bandes dessinées là-bas. Voilà, et Tarantino était devenu un mythe pour ces gars-là, si tu veux. Et j'en ai connu après qui étaient des vendeurs, qui écrivaient eux-mêmes leurs scénarios. Je pense que ça a ouvert une espèce de porte, tu vois, chez tous ces gens qui étaient... Ah, bien sûr, mais on va parler de son influence. Quand même très cinéma, Hong Kong, Z, tu vois. Oui, et puis il a emprunté, on parle d'hommage, mais il a beaucoup volé, il a beaucoup emprunté à toutes sortes de films, à la scène près qu'il a mimiqué, mais des films que souvent les gens n'ont pas vus, des films plus obscurs. Mais effectivement, son influence est énorme, aussi bien négative que positive, comme on va le voir dans la suite de l'émission. Mais en 92, il explose avec Reservoir Dogs. Qu'est-ce que tu penses de Reservoir Dogs? On écoutera ta liste en fin d'émission. Moi, j'aimais bien. Quand je l'ai vu, je me souviens. Alors, moi, comme j'écrivais dans la revue Positif, hein, la revue Positif avait tout de suite beaucoup soutenu Tarantino dès son premier film. Moi, je l'ai vu, je me souviens, à une projection organisée par Positif. Je me souviens que Tarantino était à la sortie. Il était à Paris. Hein, c'était juste après le Festival de Cannes où le film avait été présenté. Il avait une dégaine assez curieuse. Je me souviens, il avait un grand imperméable gris et il avait un short dessous rose, tu vois, une sorte de short fluo Adidas, un peu comme ça, et avec des chaussettes noires et des baskets. Enfin, il a cultivé très tôt un personnage, effectivement, un peu rock'n'roll. Il s'est mis en avant, ce qui fait qu'il est devenu un metteur en scène star que les gens connaissaient. Ce n'était pas complètement le cas pour tous les metteurs en scène juste avant lui, quoi.
Oui, il avait un peu la popularité d'un chanteur de rock, hein, plus que d'un metteur en scène, quoi. À travers le monde d'ailleurs, parce qu'on voit au Japon aussi bien que dans tous les pays du monde, il a une énorme popularité. Mais bon, Reservoir Dogs est pas mal pompé sur City on Fire de Ringo Lam, je crois. Tu l'as vu l'original? Alors non, moi je l'ai pas vu parce qu'en fait, moi les films que Tarantino idolâtre, hein, tous ces trucs enfin, ou les films de vampires comme il a repris après dans From Dusk Till Dawn. Ah ça, on en parlera parce que c'est pas complètement réussi pour moi ce film. Non, mais moi c'est pas trop ma culture, hein. Même les films de Hong Kong, tous ces bidules de Ringo Lam ou donc moi je me souviens qu'il y a plein de gens qui croyaient tout d'un coup, ils s'étaient trouvé une niche, tu vois, tout d'un coup ça faisait très bien de dire que tu connaissais tous les films de Hong Kong, tous les films de... Moi ça m'a jamais branché, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais moi ça me parlait pas ces trucs-là. Donc j'aimais beaucoup les films de Tarantino, mais j'aimais pas spécialement les films que lui idolâtrait. Tu vois. Je préfère Kill Bill, moi, à un film de Hong Kong, de sabre ou de je sais pas quoi. Enfin, y en a ah bah ça, on en parlera parce que moi, c'est exactement le contraire. Je préfère un film de Hong Kong de sabre. Non, moi, franchement, ça me touchait pas, quoi. Et pareil pour tous ces films gore, Z. Parce que bon, il a quand même amené à un moment, il voulait un petit peu, c'est la culture cinéphage, ça, c'est de tout mettre au même niveau, tu vois. C'est-à-dire que un film Z, finalement, a autant droit de citer que je dis n'importe quoi, Citizen Kane, tu vois, où enfin, tout est mis au même niveau, c'est-à-dire, et ça, moi je trouve que c'est pas bien, c'est-à-dire que tu peux aimer des films Z hein, ou des films bis, ça, tu peux y prendre un certain plaisir, souvent même on prend du plaisir à avoir un nanar hein, quand on est cinéphile, mais de voir que ça, et tout d'un coup ériger cette espèce de culture bis en culture A. Oui, mais tu vois que certains, pour me faire un peu l'avocat du diable, certains spaghetti western qu'il aime beaucoup, qui sont plus obscurs que les Léon, sont parfois formidables aussi, les Corbucci. Enfin, moi, j'ai pas une grande culture là-dessus, mais moi, ça m'emmerde. Si tu veux. Franchement, j'en avais vu un avec Johnny Hallyday, je me souviens, j'avais trouvé ça épouvantable. Comment ça s'appelle? Tout le monde, il y en a qui se pâment là-dessus. Le spécialiste, je crois, ça s'appelle, non? Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Le Corbucci. Bon, Johnny est tellement nul là-dedans, si tu veux, enfin, moi, j'adhère pas du tout à ça. Alors, il y a des films de Sergio Solima, oui, j'ai dû en voir un, c'est pas mal, tu vois, mais enfin, franchement, il y a pas. C'est un peu comme le Black Exploitation, les bandes son sont souvent exactement. Que le film lui-même. Bon, après, moi, je trouve que Tarantino, maintenant, cette espèce on en parlera tout à l'heure, mais cette espèce d'adulation qu'il a du western de série Z ou du western italien, ça commence à contaminer ses films. Alors, ça m'a peut-être fait marrer une fois, mais là, tu vois, entre Django, les 8 salopards et tous les passages de Hollywood, là, où tu vois Leonardo DiCaprio qui joue son feuilleton, enfin, ça commence un peu à me fatiguer. Je trouve il a dit qu'il fallait faire 3 westerns pour être un véritable metteur en scène de western. Enfin, il n'en a fait que 2. Il dit un peu n'importe quoi, tu vois. Moi, il expliquait aussi qu'à un moment, enfin, moi j'aime bien Tony Scott, mais il expliquait que Tony Scott, c'était quasiment du niveau des plus grands metteurs en scène, tu vois. Donc, il a eu tendance, comme ça, à amener sa culture vidéo. Donc, ça a peut-être fait découvrir à des gens. L'important, si tu veux, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma et qui aime beaucoup voir des films. Mais chez ces gens-là, et qui aime beaucoup faire des films, parce que Brad Pitt décrit ses tournages, ses plateaux comme une église dédiée au culte du cinéma. Oui, mais ça, il a dit qu'il n'avait jamais été dans une école de cinéma, il a été simplement voir des films. Tu vois. Ouais. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois, si tu veux. Je me souviens, c'était quand même assez marrant. Il avait un short rose? Non, là, il n'avait pas le short rose, parce que quand je l'ai vu avec le short rose, je ne lui ai pas parlé. Hein. Je l'ai juste vu à distance. Je suis tenu à distance en me disant que c'est ce dingue. Donc, il était encore assez jeune à cette époque. Non, moi, je l'ai revu, c'était en 2006, je me souviens. Il était, en fait, c'était une année, c'est carrément la seule année où je suis vraiment allé au Festival de Cannes, parce qu'il y avait William Friedkin qui m'avait invité, dis donc, tu vois, ça ne se refuse pas, à voir une projection spéciale de Cruising, son film des années 80, c'était une qui avait été restauré, tu vois, et qui passait en séance spéciale à Cannes. Et comme moi, j'étais dans la région, j'y étais allé, tu vois. Tu t'es habillé tout en cuir? Non, t'étais pas en cuir. Et donc, il y avait une espèce de petit... c'était une espèce d'apéritif de cocktail pour Happy Few, tu vois, qui était sur le toit du Noga Hilton. Je me souviens, pas l'hôtel qui s'appelait le Noga Hilton, je crois que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Et donc, j'arrive là, et il y avait pas mal de monde, il y avait une vingtaine de personnes, et il y avait Friedkin, il y avait sa femme Sherry Lansing, il y avait... je me souviens, il y avait Edgar Wright, le réalisateur, tu vois. Très copain de Tarantino.
Et voilà, il y avait Tarantino qui était là et qui était avec 3 Mexicaines qui avaient l'air d'être 3 putes mexicaines qui ne disaient rien du tout, mais qui le suivaient, tu vois, comme des caniches. Dès qu'il se déplaçait de 2 mètres, tu voyais les 3 derrière qui se déplaçaient avec leur coupe de champagne et qui revenaient s'asseoir à côté de lui. C'était quand même assez... Et alors, il était là, donc il parlait, donc, comme on imagine, hein, avec son débit de mitraillette et tout. Et je me souviens que Friedkin était là, et je me demande, je dis à William Friedkin, mais je me dis en gros, j'étais un peu étonné de voir Tarantino, parce que j'avais cru comprendre, parce que je connaissais un peu Friedkin avant, qu'il n'était pas très fan, tu vois, de Tarantino. Ouais. Et en fait, Friedkin me dit, mais il m'a coincé au restaurant, il cornered me, tu vois, parce qu'il avait appris qu'il y avait une projection de Cruising, tu vois, ouais. Et il avait abandonné toutes les autres invitations qu'il avait pour cette soirée, et Dieu sait s'il y en avait, parce qu'il présentait un film cette semaine-là, c'était Boulevard de la Mort, celui qui s'appelle Death Proof. Grindhouse, Death Proof, voilà. La moitié de Grindhouse. Et donc, il avait tout arrêté pour venir à une projection à 22h30, tu vois, pour venir voir Cruising, si tu veux. Ouais, ça ne m'étonne pas, c'est un énorme fan des années 70, comme on le voit dans son cinéma. Et Friedkin était un peu emmerdé parce qu'il sentait tout d'un coup, et ça s'est vérifié après quand ils sont tous rentrés dans la salle, c'est-à-dire que Tarantino a volé un petit peu la vedette à Friedkin de la projection, si tu veux, parce que dès qu'il est arrivé dans la salle, mais les gens s'y attendaient pas, se sont mis à se lever, à surtout c'est un enfant de chéri de Cannes, le Pulp Fiction dont on va donc l'autre a gagné la palme. L'autre appréciait moyen, tu vois, parce que c'était quand même son film et tout ça, et tu avais l'autre qui débarquait. Bon. Et alors, c'était assez drôle quand même de voir Tarantino, mais raconter en fait sa vision de Cruising à William Friedkin, tu vois, et c'était assez surréaliste, tu vois. Il lui disait, non, mais ce film est une putain de lettre d'amour au passé, tu vois. Le petit homosexuel aujourd'hui dans son petit t-shirt et son petit jean, quand il voit ça, il voit quand même ce que c'était que les années 80 et il a une putain de nostalgie. Et t'avais Friedkin qui le regardait, tu vois, avec une tête. C'est drôle. C'était quand même assez irrésistible. Quand même, avec Reservoir Dogs, il amène, sans mauvais jeu de mots, une espèce de sang neuf dans le cinéma. Et on retrouve les influences de Kubrick. C'est un peu The Killing mélangé avec Sam Raimi, parce que tu as le côté très gore, justement, qui entre dans le cinéma de gangster. Et dans le film, pour finir là, sur cette parenthèse là, de Cannes 2006, il présentait donc ce film Death Proof, hein, qui s'appelle Boulevard de la Mort en français. Et dans la bande originale de ce film, il y avait une chanson qu'on entend dans la bande originale de Cruising, si tu veux. Et il avait raconté à Friedkin il avait découvert cette chanson en entendant le disque vinyle de Friedkin, de Cruising qu'il avait acheté. Ouais. Et donc, tu vois quand même le degré de cinéphilie. Ça en était quand même à emprunter. Je crois même que c'est dans Death Proof, tu vois aussi une scène où il y a une fille qui échange des SMS avec un mec et t'entends pendant quelques secondes le thème original de Blowout, tu vois, quoi. Donc, ça m'étonne pas, mais ça, il a emprunté à plein de films. Il a réutilisé la musique de plein de films. Il a même utilisé des musiques de The Thing que Morricone n'avait pas utilisé pour Hateful Eight. Inglourious Basterds, pour Les 8 salopards. Ouais. Mais bon, enfin, en dehors de ça, si tu veux, bon, c'est quand même quelqu'un qui a un univers personnel, c'est pas juste des citations, même si quand même son cinéma est essentiellement quand même constitué de son rapport au cinéma. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est par exemple, un cinéaste comme Brian De Palma, à qui on a vraiment reproché souvent de faire des emprunts aussi, hein, de plagier même jusqu'à certains points. En particulier Hitchcock, et le quand on avait fait notre livre avec lui, on avait en fait découvert à quel point c'était une idée vraiment très très générale, parce que chaque film en fait parle de quelque chose de très personnel, c'est-à-dire, et il y a un élément autobiographique dans presque chaque film de Palma. Absolument. Alors que chez Tarantino, moi, je ne vois pas ça. Peut-être que c'est là, hein, mais je vois en fait des espèces d'hommages pastiches très brillants, très maîtrisés, hein, parce que c'est quand même extrêmement bien réalisé. Mais au bout d'un moment, là, on en est maintenant, tu vois, quand Pulp Fiction est sorti, c'était son 2e film, donc pour moi, c'était presque Pulp Fiction. Moi, je trouve que c'est presque un film qui a l'importance de à bout de souffle, tu vois. C'est quelque chose qui a montré quand même comment on pouvait complètement réinventer un genre, comment on pouvait s'amuser. Le twister, le tordre et en faire autre chose. Ouais. Alors on avait l'impression quand même qu'on avait un peu tout fait. Il a montré qu'on pouvait jouer avec la narration, que finalement le scénario était très conventionnel, qu'on pouvait même dans un film grand public bousculer la chronologie, tu vois, montrer des gens se faire tuer au milieu du film et quand même les convoquer pour la dernière scène. Bien sûr, mais il a changé la grammaire d'une certaine manière et on va voir que ça va influencer toutes sortes de metteurs en scène. Je trouve qu'après, il est redevenu un peu sage.
message. C'est-à-dire, je trouve pas que même si je peux prendre du plaisir à tous ces derniers films, je trouve pas que ça soit aussi bien que Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi, mais justement, c'est un bon point d'entrée dans le film, le scénario. Au départ, je voudrais parler un petit peu de Roger Avary, si tu veux bien. Roger Avary. Bravo, qui est son co-scénariste. Et il se base sur un film à sketch de Mario Bava. On parlait d'influence obscure. Et c'est vrai que le film, avec ses vignettes, a un côté film à sketch quand même, ce qui fait que 2h34 passe relativement vite aussi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un film à sketch juste après Pulp Fiction, qui est probablement son film le moins connu, enfin, où il a réalisé. Four Rooms, c'est ça? Voilà, qui moi je trouvais était un vraiment très mauvais film. Ah, je suis d'accord. Même son sketch. Personne ne te contredira. Voilà, d'ailleurs, personne ne l'a vu. Moi, je l'ai vu. C'est pour ça. Mais c'est un très mauvais film qui a aucun intérêt. Et c'est un film à sketch aussi, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais Roger Avary et lui épousent une structure beaucoup plus proche des livres, en fait. Ce sont des chapitres. C'est ça, ouais. C'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que lui avait voulu structurer ses scénarios plus comme des romans, tu vois, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup marqué par des écrivains comme Elmore Leonard ou des gens comme ça. Et puis par une littérature pulp, justement. Voilà. Il reprend dans le film avec Modesty Blaise, qu'on voit qui est lu plusieurs fois par le personnage de John Travolta. Mais ce qui les intéressait, eux, Avary et lui, c'est de prendre les vieilles histoires, justement, des polars, tu sais, parce que le film est défini comme un néo-noir. Donc, prendre ces vieilles histoires de noir avec le boxeur qui doit tomber, les gangsters, le gangster qui doit sortir avec la femme de son chef, etc. et les twister et les confronter à la vie réelle pour voir comment tout d'un coup les choses partent en couille, tu vois, dans la vérité. Et ça l'intéressait beaucoup. Et on peut faire une parenthèse sur le néo-noir, parce que ça, c'est un courant en fait qui est né dans les années 90. Ce qu'on a appelé le néo-noir. Tarantino n'est pas le seul metteur en scène à s'être illustré là-dedans. Et ils avaient quand même tous un point commun, tous ces films du néo-noir, c'est que c'était des films que souvent, tu vois, le polar était souvent centré, comme pas mal de genres cinématographiques, sur un protagoniste. Et là, il y avait une volonté de décrire souvent un groupe, c'est-à-dire plusieurs personnages. Le film n'était pas centré juste sur une personne. Et tu vois, des films comme Usual Suspects de mais qui vient après, justement. Qui vient après. C'est un enfant de mais moi, l'influence, Tarantino, pour moi, si tu regardes bien un film comme Sailor et Lula de David Lynch, tu vois, qui date de 90, je trouve que c'est là que moi, la première fois, j'ai vu un espèce de mélange. Que j'aime bien d'ailleurs, parce qu'il y a mon héros Nicolas Cage. De comédie un peu, tu vois, de comédie noire un peu, avec des éléments de gore, de films extrêmement gore. Et ça, c'est quelque chose qui va caractériser le néo-noir. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les films du néo-noir sont souvent des gens qui ont été beaucoup marqués par le cinéma gore. Oui, mais tu prends aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu prends le cinéma des années 70 et des films comme les films de Don Siegel, comme Charlie Varick, c'est aussi des noirs qui ont beaucoup d'éléments de comédie, d'humour et qui ont énormément influencé Tarantino. Oui, mais qui n'ont pas cet élément de distanciation un peu, si tu veux. Parce que là, on a l'impression que le dialogue, qu'il y a une espèce c'est l'ironie qu'il a amené, en fait. C'est l'ironie. Je dirais pas que c'est brechtien, mais il y a un côté comme ça où on regarde le genre avec une distance amusée et où on convoque aussi quand même, je te dis, des images qui viennent du cinéma d'épouvante. Et c'est un truc que les Don Siegel et tout ça. Mais c'est drôle, mais tu as complètement raison, parce qu'en fait, une des inspirations de Tarantino, c'est Abbott et Costello contre Frankenstein, tu sais, où tout d'un coup, tu avais ces deux comiques qui étaient face à Lugosi ou face à Karloff, qui eux jouaient sérieusement. Et tu avais ce mélange d'humour et de peur que le petit Tarantino a vu devant sa télévision. Et puis il y avait Brian De Palma. Moi, quand j'ai parlé avec lui, il m'avait raconté quand même, quand je lui avais dit que je faisais un livre avec Brian De Palma, il m'avait dit qu'il avait essayé, lui, d'essayer de faire des interviews de ses metteurs en scène préférés. Il a fini par rencontrer De Palma une fois qu'il était réalisateur, mais il avait eu envie de faire ça, de faire un entretien, parce qu'il m'avait raconté que c'était un metteur en scène qui avait compté énormément pour lui. Et tu regardes un film comme Scarface, par exemple, il y a quand même aussi un espèce de côté comédie noire, tu vois, avec beaucoup de gore, et il y a plein de films par exemple la scène de Reservoir Dogs où on voit le Michael Madsen qui coupe l'oreille du flic, tu vois, et qui ressort pour aller chercher un bidon d'essence dehors et qui revient, tout ça en plan séquence, mais ça vient vraiment de la scène de la tronçonneuse de Scarface, c'est-à-dire complètement, mais ça vient aussi de Malcolm McDowell qui chante Singing in the Rain. Aussi, mais ce mouvement qui commence à danser avec la musique.
avec son ce rasoir. moment où on est à l'intérieur de la salle de bain ou du hangar, avec les hurlements de la victime, tu vois, qu'on commence à torturer, et tout d'un coup, avec l'univers glauque, tu vois, du décor, et tout d'un coup, on sort au soleil, tout d'un coup, on entend presque les oiseaux, tout ça paraît très loin, tu vois, que ce soit dans Scarface ou dans Reservoir Dogs, parce que il y a ce mouvement de caméra qui nous sort de la salle de bain pour aller voir Steven Bauer qui est en train de draguer une fille dans sa décapotable dans la rue, et qu'après, on revient et là, que tu vois, les murs sont couverts de sang et que tu entends le bruit de la tronçonneuse, là, c'est très similaire, tu vois, tu as quand même un côté comme ça, et je pense que ça vient de là. Mais ça vient aussi de Massacre à la tronçonneuse, tout simplement. Oui, mais j'ai pas un souvenir que dans Massacre à la tronçonneuse, il y a un plan séquence comme ça où on sort de l'enfer pour aller ils n'avaient pas les moyens, effectivement. Voilà, au soleil, où on revient après. Non, c'est donc vrai, là, ça vient vraiment de ça. Ouais. Et je pense franchement qu'il a été marqué par ça et qu'il l'a poussé après vraiment beaucoup plus loin. Parce que chez Tarantino, il faut quand même bien voir que c'est le dialogue qui drive tout, hein, quand même. Ouais, exactement. C'est quand même des gens qui discutent pendant 20 minutes. Il y a un petit éclair de violence pendant quelques secondes. De choses très anodines, très banales, justement. Voilà, et ça se remet à tchatcher pendant à peu près 10 minutes, et il y a un nouvel éclair de violence. Mais c'est quand même le verbe, c'est quand même le dialogue qui drive le film. Absolument, absolument. D'ailleurs, Avary et lui partent à Amsterdam où ils font plein de drogue, ils écrivent le scénario. La drogue est très présente dans les films de Tarantino et dans sa vie aussi. Et ils rencontrent Lawrence Bender, son producteur, qui sera très important aussi, et qui va l'aider à produire le film Pulp Fiction. Et tu sais, un des coproducteurs, c'est également Danny DeVito, tu as vu, qui est souvent derrière le film. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est la compagnie de Danny DeVito qui s'appelle Jersey Film, et une fille qui s'appelait Stacey Sher qui s'occupait de la production dans cette compagnie. C'est eux, en fait, qui ont fait un chèque, paraît-il, de $1 million à Tarantino, après Reservoir Dogs, pour son prochain film. Et c'était notamment de l'argent pour développer le scénario. Donc, en fait, il était plein aux as. Et il a fait tous les festivals en Europe avant de commencer à écrire Pulp Fiction. Et il est effectivement allé après à Amsterdam. Et c'est de là que viennent un peu les bouts de dialogue sur, tu sais, comment on appelle le Royal with Cheese. Pounder with Cheese. Le Big Mac. En Europe, le verre de bière et tout ça, c'est parce qu'il était à Amsterdam et il voyait que ça s'appelait pas comme ça, tu vois. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Et donc après ça, il a écrit, paraît-il, un scénario qui faisait à peu près la taille de l'annuaire, tu vois. L'horrible Harvey Weinstein, dont on va malheureusement être obligé de parler un tout petit peu, a dit qu'est-ce que c'est. Oui, mais l'horrible Harvey Weinstein, je pense que la carrière de Tarantino aurait été très différente s'il n'avait pas croisé Harvey Weinstein, tu vois. Parce que c'est quand même, c'est The House, comme on disait, Miramax, c'est The House that Quentin built, tu vois. Tu sais qu'est-ce qu'il disait de New Line Pictures, c'était The House that Freddy built. C'était Freddy Krueger. Et donc, c'est toujours après, c'est devenu après un peu le household name, tu vois, c'était l'auteur vedette après de Miramax. Mais après, c'était compliqué. Et c'est le triomphe du cinéma indépendant, c'est l'âge d'or de ce cinéma indépendant. On dit qu'en fait, Weinstein était dans un avion quand il a commencé à lire le scénario de Pulp Fiction, qui était quand même très épais, et en fait, qu'il n'est pas allé au bout. Il a tout de suite voulu savoir il a appelé quelqu'un qui avait lu le scénario, il a dit « Est-ce que c'est comme ça jusqu'au bout ?» J'en suis à la page 30, et les gars lui ont dit c'est même encore mieux après. Et donc, il a décidé de distribuer le film après, juste comme ça, sur 30 pages qu'il avait lues, tu vois, ce qui était quand même un pari. Ouais, et il emmenait les films jusqu'aux Oscars, effectivement, et celui-ci gagne l'Oscar du meilleur scénario original. Du meilleur scénario original, parce que je pense que c'était quand même pas non plus très politiquement correct pour les Oscars, tu vois, parce que les Oscars c'est quand même des trucs très conservateurs. Là, il y a quand même beaucoup de morts, beaucoup de sang, de la drogue. Donc c'est pas tellement les films qui sont primés aux Oscars. Surtout qu'il y avait très grossier. Il y a plus de 260 fois le mot fuck. Oui, et on va parler aussi de l'utilisation du N-word, du mot. Scarface n'a jamais eu d'Oscar non plus, tu vois, parce que c'est des films extrêmement orgueilleux. On peut parler un petit peu de casting, si tu veux, c'est intéressant, parce qu'au départ, ce n'était pas Travolta que voulaient Weinstein et Miramax, c'était Daniel Day-Lewis. Non. Il a écrit le personnage de, comment il s'appelle, Vincent Vega, ouais. Pour Michael Madsen. C'est ça, voilà, Madsen, ouais. Qui est parti faire White Earp.
Et en fait, Michael Madsen était en train de faire White Earp et était persuadé que White Earp allait gagner tous les Oscars, être un énorme succès, tu vois, parce qu'il y avait Kevin Costner qui était à l'époque encore une énorme vedette. Et donc, il ne pouvait pas être disponible pour faire Pulp Fiction. Donc, il y avait toute une liste après de second choice, tu vois. Et en fait, il a bien regretté Michael Madsen par la suite. Oui, mais est-ce que le film aurait été la même chose avec Peut-être pas. Et donc après, il avait plusieurs autres propositions et Travolta était en deuxième position, hein, parce qu'il voulait déjà, il pensait beaucoup à Travolta. Il y avait effectivement, en fait, c'était plutôt une idée de Weinstein de proposer le rôle à Daniel Day-Lewis. C'est ça, ouais. Mais en fait, Travolta, c'était sa deuxième résurrection, son deuxième comeback, parce qu'il en avait déjà eu un avec Look Who's Talking. Ouais, enfin un peu moins prestigieux. Non, c'est sûr, mais ça l'avait remis en salle, du moins commercialement. Et tout d'un coup, avec ce film-là, il termine de revenir complètement pour 10 ans. Incroyable. Il y a une anecdote assez incroyable sur la rencontre entre Travolta et Tarantino. C'est-à-dire que quand Travolta a appris que ce jeune mec dont tout le monde parlait déjà pas mal à Hollywood, hein, puisque Reservoir Dogs avait été une sensation, quand il a appris qu'il y avait ce jeune auteur-réalisateur qui voulait le rencontrer dans l'idée peut-être de lui proposer un film, il était d'abord très étonné parce qu'il était, comme on dit, ice cold, tu vois, à Hollywood. Ouais. Et donc, il accepte de le rencontrer. Il est même plutôt touché, tu vois. Et donc, Tarantino le convoque en fait dans la chambre, dans une sorte de condominium, enfin d'appartement où il ne sait pas où il habitait. Hein, mais ça ressemble aux appartements qu'on voit dans le film d'ailleurs. C'est un peu, ouais. Quand on voit Bruce Willis, tu vois, c'est un peu cet appartement-là. Ouais. Et en fait, Travolta n'en revient pas. C'est-à-dire que j'ai lu une interview de Travolta, hein, il le racontait. Il s'aperçoit qu'en fait, Tarantino est dans un appartement où lui a habité quelques années avant. C'est ça, j'ai entendu ça, c'est extraordinaire. Hein. Et donc, il le rencontre, et en fait, il venait lui proposer un rôle pour From Dusk Till Dawn, tu vois. Ok. Et en fait, Travolta écoute ça et dit en fait qu'il n'est pas branché du tout film de vampire, tu vois, et qu'il est désolé, mais que bon, une prochaine fois, s'il a autre chose à lui proposer. Et là, il dit, j'ai peut-être quelque chose d'autre, mais je ne sais pas encore si le comédien, enfin, il y a un comédien à qui je l'ai proposé qui va peut-être pas pouvoir le faire, mais s'il ne le fait pas, peut-être que ça vous intéresserait. Et il lui raconte, en gros, le personnage de Pulp Fiction. Ouais. Et Travolta, tout d'un coup, se dit un héroïnomane, tu vois, enfin, trouve le choix quand même un peu étrange, tu vois, par rapport à ce qu'il avait fait avant. Surtout que Tarantino lui avait dit qu'il avait été très marqué par Blowout, tu vois, le film de De Palma. Bien et sûr, que c'est pour ça qu'il l'admirait autant, c'est parce qu'il trouvait que c'était une performance d'acteur incroyable. Ouais. Et Travolta ne faisait pas tellement la connexion, tu vois, entre le personnage de Blowout et un personnage comme celui de Pulp Fiction. Mais toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'après, il lui a proposé le rôle. Tu as vu ce qu'ils ont fait aussi ce soir-là? Tarantino a sorti un jeu de société tiré d'une série. Oui, des G.I. Joe, il avait des espèces de poupées mannequins. Tu sais, oui, mais aussi, Travolta s'était fait connaître en Amérique avec une série télé du nom de Welcome Back Kotter. Ouais. Et Tarantino lui a sorti le jeu de société de Welcome Back Kotter et ils ont commencé à jouer sur le lit. Comme des... Ah non, mais c'était le gros fan, tu vois. Ouais. Et donc l'autre était sûrement assez touché parce que lui, il était un peu has-been hein, quand même, Travolta à cette époque-là, même s'il y avait eu le Who's Talking. Et donc il s'est quand même posé des questions, Travolta, après, sur le plan éthique. Ça paraît curieux, hein, mais alors, je ne sais pas si c'est lié à la scientologie mais enfin, ça le gênait beaucoup, a priori, d'incarner un héroïne addict, tu vois. Ouais. Mais on peut en parler un petit peu, parce qu'effectivement, c'est surtout un héroïne addict qui n'est pas du tout puni pour son addiction d'héroïne et qui est simplement, c'est parce qu'on lui tire 50 balles dans le cul qu'il meurt par la suite. Mais quand il prend de l'héroïne, tout va bien, t'as vu? Oui, puis il a même plutôt l'air d'aimer ça. Enfin, quand tu vois comment c'est filmé, tu as une espèce de shoot qui est quand même filmé de manière assez explicite. Très, très fétichisé par Tarantino. Et tu as vu quel est le travail de recherche que Travolta a fait pour l'héroïne? Parce qu'il en a je crois qu'il est allé voir des héroïnes addicts. Tarantino l'a branché sur un héroïnomane, ou un ex-héroïnomane, qui lui a dit « Jamais tu pourras répliquer cet effet. Ce que tu peux faire de plus proche de l'effet de l'héroïne, c'est de boire plusieurs shots de tequila et de te mettre dans un jacuzzi. » Et il a fait ça et il a dit je fais de la recherche pour le film, tu vois, et il a aligné des shots. La force du casting, c'est que c'est quand même un rôle complètement inattendu, que Travolta était quand même un acteur populaire que les gens finalement avaient envie de voir revenir un jour. Je pense que ça joue aussi. Il est formidable dans le film, hein. Ceci dit, il est extraordinaire. Et il était tellement en dehors de son... et cette idée géniale quand même de le faire redanser, c'est-à-dire de faire une scène
à un moment où il doit gagner un concours de danse, tu vois. Ouais. Ça n'a pas été écrit pour lui, parce que c'était pour Madeleine. Du tout. C'était un hommage à Bande à part de Godard. Et donc, ça prend tout d'un coup une dimension un petit peu presque mythique, hein, comme ça, Ouais. quand tu vois, parce que ce personnage est tellement défait, tellement zombiesque, hein, le personnage que Travolta incarne, puisqu'en plus, il est défoncé à ce moment-là du Il y a des film. moments où il ressemble à Tommy Wiseau de The Room. Ses cheveux longs, tu sais. On dirait presque un espèce de vampire, un peu, tu vois, C'est ça, complètement. comme Et Wiseau. je trouve que quand ils sont dans ce décor, là, où se passe le concours de danse, qui est une sorte presque de musée un petit peu de toutes les icônes américaines, parce que Le décor le plus cher du film. voilà, c'est une sorte de joint, de hamburger joint comme ça, mais hollywoodien avec des serveuses qui ressemblent à Marilyn Monroe ou à d'autres actrices comme ça des années 50. Et on a l'impression que c'est un petit peu un espèce de musée de toutes les icônes de la pop culture américaine et que finalement Travolta a presque sa place là-dedans aussi, tu vois, puisque lui était quand même une icône des années 70. Hein, ça n'a peut-être pas duré très longtemps. Mais Ouais. Saturday Night Fever ou Grease ont quand même été des succès tellement considérables pendant peut-être 2-3 C'est ans vrai. qu'il aurait tout à fait pu avoir sa place. Donc, tu as Dans cette espèce de musée Grévin, ouais. Voilà, tu as une espèce de Mais ça collision. participe à l'intemporalité du film, justement, le fait Voilà. qu'on passe des années 50 aux années 70, que ces deux types soient habillés comme des chauffeurs de limousine aussi, fait que, dont un est un hommage à la Blaxploitation, tu as vu, on va parler beaucoup de Samuel Jackson, bien sûr, Samuel L. Jackson. Tu as vu, au départ, il devait avoir une énorme afro, et finalement, ils ont Ouais. essayé ce qu'on appelle les Jerry Curl, qui étaient à l'époque à la mode, en particulier Ice Cube portait des Jerry Curl. Il est extraordinaire comme look, parce que justement, ça mélange les genres, et Ouais, on mais ne sait plus très bien où on est. c'est un casting absolument parfait, si tu veux. Au départ, c'était Laurence Fishburne, tu as vu? Oui, enfin, je crois que ça, de toute façon, t'as jamais les acteurs que tu veux. Ouais. Et Paul Calderon a failli l'avoir, celui qui joue le barman dans le film, English Bob. Et finalement, Jackson, il avait fait quelques films avant. Il avait fait un crackhead très remarqué dans Jungle Fever. Oui, il a même eu un prix d'interprétation à Cannes, hein, je crois, grâce à ça, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Il avait une mort formidable dans Goodfellas, tu te rappelles? Mais lui est un ancien. Enfin, j'avais lu une interview de lui où il racontait quand même qu'il était Ouais, très addict à la drogue quand il bien était sûr, justement un peu absolument, au avant crack, justement. Et Jungle Fever. il a Ouais. failli y rester, ouais, non, c'est sûr. Et c'est lors de sa deuxième audition, quand il revient, qu'il gagne le rôle, tellement il est extraordinaire. Il a dû lire le passage de Ézéchiel, tu sais, ce passage de la Ce qui est Bible. drôle, c'est qu'il paraît qu'il y a toute une palanquée d'acteurs qui ont refusé un rôle dans Pulp Fiction. Hein. C'est-à-dire, À par cause exemple, souvent de l'héroïne, surtout, et de la violence, bien sûr. Matt Dillon, par exemple, avait été, il avait écrit le rôle du boxeur joué par Bruce Willis pour Matt Ouais. Dillon, tu vois. Waouh. Et Matt Dillon n'a pas voulu faire le rôle, tu vois. Donc, et donc, ils ont rappelé Bruce Willis, qui était aussi à cette époque-là un peu has-been. Bruce Willis voulait faire le rôle de Travolta au départ. C'est possible, oui. Ouais, Oui. de même que DiCaprio voulait faire le rôle de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Ça arrive souvent. Mais surtout, DiCaprio, il l'avait contacté au départ pour faire le nazi de Inglourious Basterds. Hein. Ils ont été à deux doigts de collaborer. Collaborer, c'est le mot. Le rôle de Christophe Waltz, Ah oui, au départ, c'est drôle. c'était DiCaprio qui était envisagé. Qui finirait par faire un méchant dans Django Unchained. C'est ça. Ouais. Bon, moi, je C'est pense drôle. que ça aurait été bizarre de voir DiCaprio en Nazi. Je pense qu'on y Je aurait suis pas d'accord. vraiment- Aussi bizarre que de voir Tom Cruise en Asie dans Valkyrie, tu te rappelles? Ah oui, alors là, ça, c'était grotesque. Parlons un peu de Uma Thurman, qui est très belle. Moi, je l'avais vue nue. Elle m'avait frappé dans Le Baron Munchausen et dans Les Liaisons dangereuses. Sublime actrice. Et là, elle est Maya Wallace. Elle aussi refuse au début. Tarantino l'appelle et lui lit le script au téléphone, dit la légende, Print the Legend. Et au départ, il y a eu énormément d'actrices qui ont été pressenties, comme tu peux l'imaginer. On parle de Holly Hunter, Meg Ryan. Harvey Keitel, qui joue Winston Wolfe, le nettoyeur, était le premier choix de Tarantino. Il a été très instrumental dans la production, dans la création de Reservoir Dogs. Il a aidé beaucoup le film à se monter. Il retrouve également Tim Roth. Au départ, tu as vu, il a failli prendre Tim Roth et Gary Oldman pour faire les rôles de Jules et Vincent, et il aurait appelé le film Two English Guys. Ouais. Ça aurait donné quelque chose de très très différent. Reservoir Dogs, il y avait Monty Hellman aussi, qui avait été très instrumental pour la production, parce qu'au départ, Monty Hellman devait réaliser Reservoir Dogs. Et tu as vu qui voulait Tarantino pour Reservoir Dogs, en hommage à The Killing, justement? C'était Elisha Cook, non? Non, Timothy Carey. Ah oui, Timothy Carey. Le film lui est dédié en partie, mais je crois qu'il devait être trop vieux à l'époque, déjà. Pour le rôle de Tim Roth, les producteurs préféraient Johnny Depp ou Christian Slater, qui jouerait dans True Romance. Mais moi, je trouve, si tu veux, par exemple, dans Pulp Fiction, ce qui est drôle, c'est que
Le passage avec Harvey Keitel, tu vois, qui s'appelle The Wolf, je crois, le personnage qu'il incarne. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une des faiblesses du scénario, si tu veux, qui est quand même relativement très, très bien écrit. Mais je trouve qu'à un moment, on t'explique que le mec qui solve the problems, tu vois, qui fixe les problèmes, c'est The Wolf, et qu'il faut absolument, quand ils ont fait exploser la tête par erreur du pauvre type qui est dans la voiture, qui sent partout, ils te disent qu'il n'y a qu'un gars à appeler, c'est The Wolf. Donc on te crée une attente autour de ce personnage, tu vois, qui a l'air d'être un personnage, on se dit, mais pourquoi il faut appeler ce gars-là à tout prix? Et donc après, finalement, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit à Travolta? Il dit, en fait, prenez des couvertures et mettez juste des couvertures. Tu te dis, mais finalement, en fait, n'importe qui aurait pu avoir cette idée, tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai trouvé la façon dont il parle à Travolta et il les remet à leur Oui, c'est drôle, mais tu te dis, bon, pourquoi avoir fait mousser ce mec en te disant que c'est le grand Moi, ça m'a assez amusé. J'aime plutôt bien ce passage. Si je dois parler de weak link, de passage un peu faible du film, c'est plutôt pour moi tous les passages avec Maria de Medeiros. Et l'autre passage où Bruce Willis est dans un taxi aussi, qui n'a aucun rapport avec rien. Oui, avec une espèce de bimbo qui conduit. Oui, qui d'ailleurs est présent dans un autre film dont j'ai oublié le titre, qui est un personnage qui vient d'un autre film de l'époque, ou d'un petit peu avant, en fait. Ouais. Et qui n'a rien à voir avec le reste. Mais il faut dire que Maria de Medeiros, je crois qu'elle sortait avec Laurence Bender à l'époque, tu vois. Voilà. Ah ouais. Mais je trouve ce passage qui est aussi un hommage à Godard, tu sais, aux scènes, j'imagine, de Pierrot le Fou et toutes ces scènes de chambre, entre guillemets, insupportables. Il n'y a aucune alchimie entre les deux. Et en plus, on a l'impression de voir une scène, tu sais, un exercice de cours de théâtre un peu raté, tu sais. Oh, t'es un peu dur quand même. Hein. moi, je trouve quand même que moi qui supporte pas beaucoup Maria de Medeiros, je sais pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film, mais c'est pas elle, c'est surtout le texte qu'elle a à dire qui est un peu pénible et qui en fait un personnage. On a l'impression que l'action se ralentit et qu'il veut tout d'un coup faire justement du Godard. Ça fait bien presque 2h30, non? Ou 2h20. Il fait 2h34, ouais. 2h34, c'est là où on ressent un petit peu. Ving Rhames aurait une carrière grâce à ce film, il est extraordinaire. Au départ, Tarantino veut Max Jullian, qui était un héros qui était The Mac, tu sais, un héros de la Blaxploitation, mais comme le dit lui-même Ving Rhames en interview, il était hors de question que Max Jullian, The Mac, fasse une scène comme celle avec les Rednecks, qui est une scène qui rappelle Délivrance par sa violence, mais qui est traitée sur le ton de la comédie, tu as vu quand même. Je veux dire, la scène avec le Gimp. Oui, c'est ça, la scène avec le Gimp où il se retrouve dans cette cave et avec ces types qui sont des rednecks sadomaso. Et donc, il y a un gars là-dedans, un des acteurs, pas le gars qui joue le Gimp, mais l'autre. Non, Peter Green. Peter Green, qui est un type qui a eu une trajectoire assez incroyable parce qu'il était complètement héroïnomane. Hein. Ouais, très accro, ouais. Il a joué dans un film qui s'appelle Clean Shaven, qui est un film assez effrayant. C'est comme si tu étais dans la tête d'un serial killer, d'un tueur d'enfants. Ah, et c'est un film assez perturbant. Il est dans Usual Suspects aussi. On le voit dans tous ces films des années 90. C'est dans un film que j'avais vu, moi, d'un gars qui s'appelle Nick Gomez, qui est en fait un gars qui après réalisé pas mal d'épisodes, je crois, je me demande si c'est pas Les Sopranos. Et le truc, c'était très tarantinien aussi. Ça s'appelait Laws of Gravity, je crois. Oui, mais c'est un film mis en scène par Avary, ça. Non, c'est mis en scène par Nick Gomez, mais je me demande si c'est pas produit par Laurence Bender. Je comprends que Laws of Attraction, peut-être. Ouais. Laws of Attraction, c'est Roger Avary. C'est ça. Et ça, c'est Laws of Gravity. Ok. Et donc, Peter Green jouait là-dedans, et c'était une sorte de film un petit peu style diarrhée verbale, avec des mecs qui n'arrêtent pas de se hurler dessus tout le temps, en brandissant Mais tous ces enfants de Tarantino, il y en avait un autre qui s'appelait 8 têtes dans un duffel bag. Il y avait aussi Things to Do in Denver When You're Dead. Oui, tous ces films où tout d'un coup, tu avais, ou Ace's Eye, tu sais, tous ces films où tu avais tout d'un coup des gangsters comiques sont assez insupportables. C'est là où il a fait autant de bien au cinéma qu'il a fait du mal aussi. Et puis il y en a même eu en France. Il y en a qui ont essayé de faire ce genre de film en France aussi. C'était terrible. C'est terrible. Un film avec Roman Boringer, Melville. En plus, j'ai une théorie avec Pulp Fiction qui, tu sais, on dit que la comédie est morte en Amérique aujourd'hui, qu'il n'y a plus beaucoup de comédies qui se font. Et je pense que tu peux retracer ça à Pulp Fiction, qui tout d'un coup a montré qu'un film de gangster ou un film gore pouvait être aussi drôle, voire plus drôle qu'une comédie traditionnelle. Ils ont quand même toujours des comédies bien lourdingues. Pas beaucoup. Tu regardes des gens comme Sandler ou Ferrell, tous ces gens-là ont disparu. Ben Stiller ne tourne plus non plus. Il n'y a plus beaucoup ces grosses comédies qui se faisaient à une époque. Les dernières grosses comédies, c'est Hangover. Et Todd Phillips, justement, tu vois un film comme Joker, c'est aussi un enfant de Tarantino qui mélange l'humour noir et le gore et la tragédie. Oui, c'est vrai, mais je pense que franchement, chez Tarantino, il y a quand même aussi une volonté quand même de jouer avec les codes, tu vois, et de déstructurer les choses. Ouais. Et il y avait pas mal de films à cette époque-là qui faisaient un peu un côté poupée russe comme ça, qui voulaient
tu vois, un petit peu bouleverser la narration traditionnelle, parce que je crois que c'est lui qui avait un petit peu initié ça. Il inventait rien, hein, il reprenait un peu ce que Kubrick avait fait dans The Killing, mais il n'y avait pas cet humour-là, il n'y avait pas cet humour noir ou cette distanciation dans The Killing, tu vois. Ouais. Il a quand même réussi à proposer quelque chose finalement, et de comment faire du neuf avec du vieux, tu vois, quoi. Mais quelque chose qu'on avait l'impression d'avoir jamais vu avant, quoi. Ouais. Et qui a eu une postérité après, qui presque est aussi calamiteuse. Enfin, les bons films qui sont sortis de Pulp Fiction sont assez peu nombreux. Mais tu as quand même des films comme Trainspotting, Usual Suspects dont tu parlais, Memento. Tous ces films-là sont des bons enfants de Pulp Fiction, d'une certaine manière, qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans Pulp Fiction. Ouais, mais Memento, c'est quand même pas très marrant, tu vois, quoi. Non, c'est pas très marrant, mais ça a cette même structure éclatée, en tous les cas renversée, qui n'aurait peut-être pas eu lieu avant Pulp Fiction. Il a au moins montré, si tu veux, que le cinéma pouvait s'échapper un petit peu de cette structure linéaire, tu vois, qui finalement dicte tous les films depuis. Enfin, c'est quand même pas très, très, très audacieux, la narration au cinéma aujourd'hui, tu vois. Enfin, mais même. Il montrait qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de plus cinématographique en se moquant un petit peu de la chronologie, puisque quand même de montrer Travolta à la fin. Mais je me suis demandé si le film serait aussi bien s'il était dans l'ordre, et je pense que oui, en fait. Probablement, oui, mais là, ça rajoute. Comment expliques-tu cette temporalité éclatée? Pourquoi le fait-il dans le film, à ton avis? Quel est le raisonnement derrière? Je pense que c'est une manière aussi de cette volonté de vouloir présenter des histoires qu'on a déjà vues de manière un petit peu nouvelle. Parce que tout ce qu'on voit dans Pulp Fiction, c'est des clichés, c'est des archétypes, tu vois, entre la pépé du gangster. Ce qui est drôle, c'est le côté picaresque du film, quand tu as tout d'un coup le personnage de Travolta qui rencontre une première fois Butch, le boxeur Bruce Willis, dans un bar, et qu'il y a une animosité instantanée entre les deux. C'est drôle, comme premier rendez-vous, et d'avoir des gens qui se croisent à travers le film comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un côté presque un peu funèbre dans ce film, même si c'est drôle, si tu veux. Il y a un côté presque un peu incantatoire. C'est comme un petit peu une réunion de fantômes. Et ça, c'est sur Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville de fantômes par moment. Et ça, oui, mais l'idée comme ça de convoquer un personnage qui finalement est mort pendant le film pour le faire participer au final, il y a presque un côté, tu vois, où on se moque finalement que les gens soient morts ou pas. Et on a l'impression que tous ces gens-là sont un petit peu des morts quelque part. C'est vrai, il se sert du scénario comme d'un Ouija board. Parce que même le personnage d'Uma Thurman, tu vois, elle fait une overdose, elle est quasiment morte, tu vois. Et il faut la ramener à vampire, tu parlais de vampire avec Travolta, il lui plante carrément un pieu dans le cœur. C'est ça, il la ramène à la vie, mais on a l'impression qu'elle est un peu zombiesque quand elle revient. Quand elle est dans la voiture avec lui, quand elle rentre chez elle, c'est un zombie. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a un peu dans ce film un côté où, même quand Travolta se balade après couvert de sang, pas du sang du gars qu'il a tué par erreur, il a du sang partout. On a l'impression presque que c'est le brigadier sanglant du fantôme de la liberté de Buñuel un peu. C'est vrai, mais il ressemble aussi à Bruce Campbell dans Evil Dead. Voilà. Et ça, c'est presque un personnage de film gore, tu vois, qui se trimballerait avec quasiment de la cervelle et du sang partout sur sa chemise. C'est ça. Et donc, il y a un côté, je dirais pas fantastique, tu vois, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu qui est un peu incantatoire. Il y a un côté fantastique, excuse-moi de t'interrompre, avec la valise, quand on ouvre cette valise sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, parce que ça fait penser à Kiss Me Deadly. Hein. On évoquait le café tout à l'heure, là où a lieu la scène de danse. On a l'impression aussi que c'est presque les fantômes de la culture hollywoodienne qui sont là aussi, tu vois, comme ça. En fait, ce café, c'est son overlook à lui, quoi. Un petit peu, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle raconte, Mia Farrow? Qu'est-ce qu'elle raconte, Uma Thurman, à Travolta, à un moment? Elle raconte, je crois, un pilote dans lequel elle jouait. On a l'impression qu'il serait presque, tu vois, deux personnages qui seraient dans l'antichambre du paradis ou de l'enfer et qui se raconteraient un peu leur vie terrestre après leur mort. Tu vois, ce que je faisais quand j'étais sur Terre. Tu vois, il y a un côté extrêmement zombie, quoi, extrêmement intéressant. C'est vrai. En plus, elle lui pitch Kill Bill. En plus, oui, c'est exactement le scénario de Kill Bill. Voilà. Et dans Kill Bill, il y a ça aussi, quand elle est dans la tombe et qu'elle défonce le cercueil pour remonter à la surface. Il y a ce côté comme ça, retour à la vie et zombie un peu. Ouais. Mais il n'a jamais vraiment fait de film d'horreur, en tous les cas comme metteur en scène, parce qu'il a essayé avec From Dusk Till Dawn de switcher tout d'un coup le polar dans l'horreur, et ça ne marche pas très bien à mon avis.
Mais il s'est jamais engagé à 100% dans un film d'horreur. Peut-être que ça arrivera, hein, parce qu'il il a quand même fait beaucoup de genres différents. Mais il dit qu'il a encore un seul film à faire, puisqu'il ne veut n'en faire que 10. Il n'a pas fait de comédie musicale, mais le film d'horreur, on l'attendrait assez dans un film d'horreur. En même temps, bon, le film d'horreur avec une grosse distanciation comique, est-ce que ça fonctionne? Tu vois, c'est pas évident, hein, parce que c'est compliqué, parce que Shining a quand même aussi un gros côté comme ça, un peu comique. Mais il arrive quand même à, même si en plus, c'est pas la couleur que prend l'horreur à l'heure actuelle avec des Ari Aster ou des gens comme ça, ou le réalisateur de The Lighthouse. Non, mais par exemple, un film comme Scream, tu vois, avait un côté un petit peu presque Tarantino, tu vois. Absolument, bon exemple. Des personnages qui parlaient de films d'horreur, tu vois. Le côté méta, justement, le côté méta où on sort du truc, et puis toutes ces références pop culture dont tu parles, effectivement. Voilà, et toute la première scène de Scream, ça faisait quand même penser à When the Stranger Calls, tu vois. C'est ce collage postmoderne. Et c'était un film Miramax, je crois, que Scream, non? C'était pas Kevin Williamson? Oui, un film Dimension, je crois, la branche horreur de Miramax. Parlons un petit peu de Bruce Willis qui joue le rôle de Butch Coolidge. À l'époque, c'est une énorme star. Il sort de quelques bides, malheureusement, mais il accepte, comme Travolta, de baisser son prix pour la qualité du scénario. Ouais. Et ça m'a fait bizarre de le voir acter, de le voir jouer, parce que comme il est en pilotage automatique et en somnambulisme total depuis ces 10 dernières années, c'était bon de voir Bruce Willis jouer la comédie. Bruce Willis, moi je trouve qu'il avait joué dans un film quelques années avant qui, comme Wild at Heart de Sailor et Lula de David Lynch, annonçait un petit peu Tarantino avec quelques années d'avance. C'est un film de Tony Scott, justement, qui s'appelle The Last Boy Scout. Ah oui, bien sûr. Ouais. Écrit par Shane Black. Shane Black est un scénariste aussi qui mélange souvent un petit peu la comédie avec le gore ou avec le film extrêmement noir. Ouais. Je trouve que dans Last Boy Scout, il y a vraiment des choses qui ont l'air d'annoncer Pulp Fiction aussi. Non, c'est vrai, non, c'est un très bon exemple, effectivement. Qui a été un bide, hein, d'ailleurs, Last Boy Scout. Ouais. Mais Bruce Willis prend un risque et ça va relancer sa carrière pour les 10 années à suivre aussi. Enfin, il prend un risque, oui et non, parce que franchement, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait après, je crois, le film avec Jane March, là, qui est une espèce de nanar, qui s'appelle La couleur de la nuit, je crois. Ah, c'était ridicule, ouais. Color of the Night, tu vois, une espèce de truc un peu érotico. Un thriller érotique à la Basic Instinct, mais très raté, effectivement. Voilà, mais pourtant réalisé par un réalisateur intéressant qui s'appelle Richard Rush, tu vois, qui a fait The Stuntman. Ah, c'est ça. Il a vraiment fait un nanar, tu vois. Ouais, c'était pas bon du tout. Mais là, depuis un certain nombre d'années, il fait n'importe quoi, Bruce Willis. Il paraît qu'il prend $1 million par jour par film. Il arrive avec son hélicoptère, il prend l'argent, il tourne sa scène. Il n'en a plus rien à foutre. Oui. Ouais. Et ça se voit d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été, moi, un comédien que j'ai vraiment trouvé passionnant. Je l'aime bien dans le Sixième Sens. Je l'aime beaucoup dans Pulp Fiction. T'aimes pas le Sixième Sens? Moi, franchement, j'aime bien Die Hard, tu vois. Die Hard, il était bien quand même, ouais, faut pas déconner. Mais c'est pas vraiment un comédien qui me passionne, tu vois. Alors que Stallone, tu vois, dans le premier Rocky, des choses comme ça, ou même Rambo, je trouve que c'est un comédien intéressant. Copland. Je suis d'accord avec toi. Copland, oui. Stallone me touche plus parce que j'ai grandi avec Rocky, c'est sûr. Et Bruce Willis m'a jamais vraiment ému, tu vois, dans un film. Quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois, dans la vie, en plus, c'était un sale con, enfin, d'après ce que j'entends. Stallone avait dit justement de lui à l'époque des Expendables, « He's lazy and greedy ». Il est cupide et paresseux. Sally Menke, très grande monteuse, qui est la monteuse de Tarantino, je trouve qu'il apporte énormément au film. Ouais. La manière de Thelma Schoonmaker avec Scorsese, il y a une grande femme derrière Tarantino qui l'aide à structurer ce film. Taxi Driver et Goodfellas étant également bien sûr aussi des influences de Pulp Fiction. Et ce sont des enfants de Cassavetes, d'une certaine manière, bien que le budget du film soit $8 millions. Et tu sais combien il en remporte à travers le monde? Voilà, je pense qu'il en a rapporté plus de 100, non? Enfin, aux États-Unis, il en a rapporté plus de 100, je crois. Globalement, $213 millions. C'est ça, ouais. Ça a été un énorme succès. Ouais. Et étant donné que c'est la politique de l'auteur dans toute sa splendeur, ils achètent Avary, qui devait co-signer le scénario au départ, de façon à ce que le générique dise « Written and directed by Quentin Tarantino » et simplement « Story by Avary ». Je me demande s'il n'y a pas eu un litige où au départ, Tarantino avait un peu mis tout sur lui et l'autre après ils se sont un petit peu ça a été la fin de leur amitié, ce film. Voilà. Et Avary a eu beaucoup de problèmes par la suite puisqu'il a eu un accident de voiture où quelqu'un est mort. Donc, moi, j'ai jamais aimé les films réalisés par Avary. J'ai toujours trouvé ça quand même très mauvais. C'était Killing Zoe, c'est ça, ouais. Oh là là, ça c'était épouvantable. Ouais, c'était un peu du sous-Tarantino, comme on dit justement. Oui, mais enfin beaucoup moins brillant. Je ne l'ai pas vu, je t'avouerai.
cette politique de l'auteur et cette espèce d'âge d'or du cinéma indépendant, tu as également Kevin Smith, Jon Favreau avec Swingers, qui nous montre aussi un autre visage de Los Angeles. Et tout d'un coup, c'est un autre visage du cinéma. J'aime beaucoup les films sur Los Angeles, la deuxième ville, Chinatown, Sunset Boulevard, Whatever Happened to Baby Jane. Il y a une très grande tradition de films qui montrent la face sombre, justement, de la Cité des Anges. Mulholland Drive. Mulholland Drive, très bon exemple. The Long Goodbye, j'adore. The Big Lebowski. Double Indemnity, je t'en cite quelques autres. Shampoo, dont on a parlé ensemble. Die Hard est un film intéressant sur Los Angeles à l'époque de Noël. J'aime beaucoup Ed Wood aussi, qui montre la banlieue avec ce noir et blanc magnifique. L'excellent Boogie Nights. C'est pas vraiment Los Angeles, là, c'est la San Fernando Valley. C'est ça, c'est la San Fernando Valley, mais c'est aussi un autre visage de la Californie. Body Double. Body Double, très bon exemple. Halloween, qui est censé représenter le milieu des États-Unis, Haddonfield, mais qui est en fait tourné à Pasadena, je crois, donc tu vois vraiment que ça ressemble à la Californie. Terminator 2. Il n'a pas tourné beaucoup à Los Angeles. Brian De Palma, je me demande si Body Double, c'est pas. Il a tourné des scènes de Scarface qui sont censées se passer à Miami, mais qui sont tournées à Los Angeles. Mais je crois qu'il n'a vraiment filmé Los Angeles que dans Body Double. Ah ouais, c'est intéressant. Je crois que tu as raison, mais plus aucun film ou série télé ne se tourne aujourd'hui à Los Angeles pour des raisons de taxes et autres. Ils se tournent souvent à Atlanta. Avant, c'était la Nouvelle-Orléans. Ça change assez régulièrement. Tu as vu ce qu'il a fait, Bruce Willis? Parce que Bruce Willis, il tourne surtout en Europe de l'Est. Ouais. Il a fait un deepfake de son visage qu'il a envoyé à je ne sais plus quelle agence de publicité pour le mettre dedans. C'est-à-dire que c'est le job idéal pour lui. Il n'a même plus à se déplacer. Il envoie son visage. Lui, c'est un acteur fini, si tu veux. Je ne sais même pas aujourd'hui qui peut avoir envie d'engager Bruce Willis dans un film normal, tu vois. Et le dernier que j'ai vu, c'était un film, je crois, de Edward Norton, et réalisé par Edward Norton, un espèce de sous Chinatown que moi, je n'avais pas trouvé très bon. Motherless Brooklyn, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais, il paraît que Bruce Willis fait un petit effort dedans, ceci dit, par rapport à des films comme c'est le dernier film. C'est ça, c'est le dernier film où je l'ai vu à peu près dans un film qui n'était pas un truc. Il était pas mal dans un cinéma d'un autre auteur aussi. C'était Moon Knight Kingdom de Wes Anderson. Non, mais moi, tu sais bien que j'aime pas du tout Wes Anderson. Moi non plus, à part The Grand Budapest Hotel, que j'aime beaucoup. Non, mais il y avait Shyamalan à un moment qui l'avait un petit peu ressuscité avec Unbreakable. Dont je ne suis pas très fan non plus. Quentin Tarantino joue un rôle dans le film. Au départ, il a songé à jouer le rôle de Lance, tu sais, le dealer que joue finalement Eric Stoltz, mais il a décidé de vouloir filmer lui-même la scène du shot d'adrénaline de Uma Thurman. Et je voudrais savoir ce que tu penses des metteurs en scène qui jouent la comédie dans leurs films. Oh bah écoute, franchement, moi je trouve que, là par exemple, tu vois, Clint Eastwood, il a quand même joué dans quand même combien, je sais pas combien de films qu'il a réalisé, mais quand même un certain nombre. Là c'est carrément un des mythes, tu vois, c'est-à-dire qu'il joue avec sa propre image, et je trouve que il y a un grand débat en ce moment sur son dernier film, la Cry Macho, que moi j'ai vraiment trouvé épouvantable. Je l'ai pas vu. Parce que là, il est vraiment tellement trop vieux et le film est tellement mauvais sur le plan du scénario et du jeu d'acteur. Mais bon, moi, je trouve que souvent, c'est difficile de faire les deux, mais il y en a qui arrivent très bien. Woody Allen. Woody Allen, c'est un bon exemple. Ouais. Cassavetes aussi. Est-ce que tu peux me dire, avec la voix de Polanski, ce que tu penses de sa performance dans Le Locataire? Mais j'ai trouvé très bon. Parlons un peu de musique, parce que la musique est très importante dans les films de Tarantino, qui sont des espèces de jukebox. Il n'y a aucune musique originale en général, en particulier dans celui-ci. Pour moi, il est souvent meilleur DJ que metteur en scène, parce que je continue à écouter ses disques alors que j'arrête un petit peu de regarder ses films. Mais c'est vrai qu'il a un choix absolument extraordinaire où il mélange la musique surf, le funk, toutes sortes de musiques qui donnent finalement une bande-son très cohérente. Bon, ça va avec son côté, si tu veux, comme ça, c'est une espèce de shaker de toute la culture populaire, tu vois, la musique, forcément, ça a une grande place. Donc, il y a, comme tu dis, un côté jukebox dans ces films, tu vois, ou même d'ailleurs, le début de Pulp Fiction, tu as l'impression d'entendre un jukebox, parce que je crois qu'il y a des chansons qui... Non, c'est en fait la radio de la voiture. C'est un passage de radio, effectivement, mais c'est vrai qu'en même temps... Ça change de station, quoi, tu vois. Toujours cet hommage à Los Angeles, parce que le surf rock, c'est une musique qui a été très populaire en Californie du Sud de 1962 à 1964. Il a créé une station de radio, il y a la station de radio qu'on entend dans Pulp Fiction, c'est une station fictive, quoi, qu'il a créée. C'est ça. Mais il a plein de trucs fictifs, comme les marques de cigarettes ou les marques de céréales qui reviennent. Mais c'est en soi, quand même, à la fin, c'est presque un film en circuit fermé, c'est-à-dire que tu as quand même l'impression d'être dans une bulle.
avec un univers que le metteur en scène a créé, comme ça. Et c'est à la fois une qualité et une limite, tu vois, parce que je trouve après, dans les films d'après, ça a tellement tendance à se généraliser que c'est des films un peu hors du temps, hors du monde, et on peut trouver ça très bien, mais quelque part, moi, je les revois pas tant que ça, tu vois. C'est-à-dire, même ceux que j'ai aimés, souvent, quand je les vois la première fois, j'ai du plaisir, hein, franchement, je rigole bien, mais je les revois pas comme je pourrais revoir certains de mes films préférés. J'ai vu Pulp Fiction en salle à la sortie, et c'était un grand souvenir de cinéma quand même, dans une salle. Pulp Fiction, je l'ai vu plusieurs fois, parce que je trouve que c'est son meilleur film. Moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tous ceux qui ont suivi après, j'ai souvent la deuxième fois, la troisième fois, j'ai pas retrouvé le plaisir que c'est vrai, j'avais. mais nous écouterons ton classement en fin d'émission. C'est drôle parce que c'est l'année aussi de Forrest Gump qui remporterait tout aux Oscars, donc c'est vraiment les deux visages de l'Amérique, c'est Pulp Fiction et Forrest Gump. Ouais. Et il a, comme tu disais, c'est un film qui est très aimé encore aujourd'hui. Il a la Palme d'Or à Cannes, il a 92% sur Rotten Tomatoes. C'est un succès critique et commercial. Et il y a un truc qui a assez mal vieilli aussi, à mon avis, c'est l'utilisation du mot haine dans le film, en particulier dans la bouche de Tarantino, qui en fait explique qu'il est suffisamment cool pour l'utiliser. Et je trouve que c'est pas. Je respecte plus la démarche de Eminem, qui refuse totalement d'utiliser ce mot dans ses chansons. Oui, enfin après, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, si tu veux. Je sais qu'il y a un moment, Spike Lee s'en était pris à Tarantino là-dessus, mais Spike Lee a quand même un côté très opportuniste aussi. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a un côté shock value, tu sais, qui choquait le bourgeois en Amérique avec ce mot qui n'est pas utile. Il y a un moment, Richard Pryor, qui avait basé toute sa carrière quasiment sur ce mot, est parti en Afrique et il est revenu, il a dit « je ne l'utiliserai plus parce que c'est cheap ». Tarantino, lui, il le montre souvent, il le place souvent dans la bouche de personnages noirs, justement. Oui, mais ça rapproche plus ce qui se fait avec le gangster rap, en particulier à l'époque, Ice Cube et NWA et tout ça. Mais c'est quand il le dit lui-même que c'est le plus gênant, parce que tu as l'impression ça donne la licence à d'autres gens de le dire dans la vie tout d'un coup. Si Tarantino le dit, c'est comme c'est quelque chose de cool, tu vois ce que je veux dire? Alors que je ne trouve pas que ce soit quelque chose de cool, alors que pour lui, c'est quelque chose de cool. Mais je crois qu'il s'est calmé par la suite et que c'est beaucoup moins présent dans ses films. Il y en avait dans celui d'après, là, Jackie Brown, pas mal aussi, puisque c'était... Jackie Brown, c'était son hommage un petit peu justement à Don Siegel et à la Blaxploitation. Ouais. Samuel Jackson, il parle que de nigger tout le temps. C'est ça, ouais, c'est vrai, mais je te dis justement, c'était une fois de plus dans la bouche d'un Africain-Américain, et l'héroïne était Pam Grier, grande actrice de la Blaxploitation. Tu vois, par exemple, quand il a fait... Moi Jackie Brown n'est pas un film que j'adore, hein, parce qu'en France, il y a des gens qui trouvent que c'est son meilleur film. Et ce que j'ai trouvé de réussi dans Jackie Brown, c'est-à-dire qu'après, c'était justement l'idée de ne pas vouloir refaire un Pulp Fiction, c'est-à-dire d'essayer de trouver un ton un peu différent et de montrer des personnages finalement plus âgés, c'est-à-dire qui ne sont pas de son âge à lui, hein, de la génération d'après, et d'arriver à les décrire, je trouve, de manière touchante, parce que ce qu'il y a de mieux dans Jackie Brown, c'est les scènes entre Robert Forster et Pam Grier. Et on pouvait penser qu'à ce moment-là, tu vois, il allait peut-être prendre un virage et pas forcément refaire du Tarantino comme on le connaît tout le temps. Il a eu une très grosse influence aussi, on a vu sur l'Angleterre avec Trainspotting, mais aussi sur la carrière de Guy Ritchie. Tu regardes ses premiers films de Guy Ritchie, que ce soit Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, tout ça sont des enfants anglais de Tarantino aussi, avec des gangsters comiques. Pareil pour Matthew Vaughn, le producteur. Ça donne une extraordinaire carrière à Samuel Jackson, qu'on verrait dans plein de films. Ah bah oui, là, c'est carrément Tarantino qui l'a mis sur orbite. Hein. Ouais. Il a remis sur orbite Travolta. Et c'est d'ailleurs curieux parce qu'il n'a pas refait un film avec Travolta et Tarantino, je crois pas. Hein. Tarantino et Travolta n'ont jamais retourné ensemble, effectivement. Beau nom de clown. Et voici Tarantino et Travolta. Alors, je sais que Tarantino a dit à, je ne sais plus quel metteur en scène, celui qui a fait Get Shorty, tu vois. En fait, c'est Barry Sonnenfeld, il a essayé de retrouver le parfum de ça avec Get Shorty. C'est Tarantino qui a conseillé à Barry Sonnenfeld de prendre, qui a plutôt conseillé à Travolta de faire Get Shorty, parce que je crois qu'il avait refusé au départ. Ça m'étonne pas, oui. D'ailleurs, pour la suite, Travolta retrouvait Uma Thurman, je crois. J'ai pas vu la suite, mais je crois que c'était moi non plus. Mais il cherchait à courir après, justement, ce parfum de Tarantino. Il y a un précurseur à Tarantino, c'est Soderbergh, qui est avec Sex, Lies and Videotapes en 89 à Cannes, qui tout d'un coup ouvre le chemin à ce nouveau cinéma indépendant. Un cinéma indépendant qui est l'antichambre des studios après, parce que finalement, tu vois, c'est quand même des gens après qui deviennent le système. Bien sûr. Surtout quelqu'un comme Tarantino. Mais Tarantino, quand même, c'est ce qui touche les gens là-dedans. Je crois qu'il y a un côté conte de fées, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce gars qui est caissier dans un vidéo archive et qui devient un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood. C'est une destinée quand même assez unique
qui en plus à l'époque, il avait en plus écrit True Romance. Il avait, je crois, un scénario que Oliver Stone avait fait aussi, qui n'était pas terrible, qui s'appelait, je crois qu'il lui avait quand même complètement réécrit son scénario, c'était Natural Born Killers. Donc, tu as quand même eu un démarrage de carrière absolument sensationnel. Et je pense qu'après, finalement, combien de films il a fait en tout là? Il n'en a pas fait tant que ça, il n'en a pas fait 10, je crois, encore. Mais non, puisqu'il est censé arrêter au 10e. Donc, il en a fait 9. Mais ça dépend si tu comptes Kill Bill comme 2 films ou un film. Oui, comme 2 films. Mais finalement, bon, c'est quand même une productivité qui est. Mais le truc, c'est que, tu vois, qu'est-ce qu'il peut faire encore après tout ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il va faire un film de vampire? À une époque, il parlait de faire son Star Trek, mais ça, c'est plus d'actualité. Oui, mais ce serait pareil. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, Tarantino, il faudrait presque. J'ai un extrait du dialogue. Beam me the fuck up, Scotty. Vas-y, à toi. Le problème, c'est que maintenant, il fait des films de Tarantino. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un petit peu ce qu'on attend de lui. Tu vois. Et je trouve qu'il devrait, au contraire, étonner les gens à faire un truc, mais complètement où on se dirait, mais on n'attendait pas du tout ça de lui. Tu vois. Et c'est le problème un peu des metteurs en scène qui ont une image tellement forte. Fellini a été confronté. Non, justement, c'est un problème qui arrive assez tôt dans sa carrière, parce que je trouve que Kill Bill est une parodie de Tarantino. Il a un film qui est complètement distendu et il le coupe en deux époques, 2 chapitres. C'est une idée de Weinstein d'ailleurs, et c'est pas du tout un film maîtrisé à mon avis. En plus, Tarantino a insulté Bruce Lee 2 fois. Une fois en mettant cet extraordinaire survêtement du jeu de la mort sur Uma Thurman, et une deuxième fois en le faisant se faire rouer de coups par un vieux Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Bon, enfin, dans Kill Bill, je trouve pas qu'il l'insulte, c'est une citation. Non, je plaisante, mais je trouve que tu peux pas. Elle a fait 6 mois de salle et de kung-fu. Tu peux pas avoir la grâce de Zhang Ziyi ou de Michelle Yeoh ou ces actrices qui sont nées dans l'opéra de Pékin ou qui ont commencé les arts martiaux quand elles sont enfants. Moi, je trouve quand même que j'aime plus Kill Bill 1 que Kill Bill 2. Mais j'aime aucun des deux. Je trouve que la scène là, de combat au sol de Kill Bill 1, c'est quand même un truc comme rarement on a vu. Enfin, ce sont des beaux combats, effectivement, parce qu'il a un extraordinaire chorégraphe. Le passage aussi en dessin animé qui représente la jeunesse du personnage de Lucy Liu. C'est ce que je préfère dans le film, c'est ce petit passage de Japanime, de manga, qui est fait par quelqu'un d'autre. C'est comme si tu disais. C'est comme Mr. Fox, tu te rappelles de Wes Anderson aussi. J'aime beaucoup le travail des animateurs, mais je ne suis pas très intéressé par l'esprit de Wes Anderson derrière. Non, mais on peut trouver qu'après, c'est une machine qui tourne à vide, si tu veux, mais c'est essentiellement formel. C'est-à-dire, ce cinéma-là, c'est essentiellement un plaisir formel, tu vois. C'est comme tu vois quelque chose de très bien fait, et après, tu n'en gardes pas forcément quelque chose sur le plan Kill Bill. Tu ne peux pas dire qu'il y a une substance. Il y a quand même quelque chose d'assez absurde à prendre 5 heures pour raconter l'histoire d'une fille qui liquide 5 personnes, tu vois. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un autre film dont tu as peut-être entendu parler qui parle de Los Angeles et qui a une bande-son très très importante et qui est aussi précurseur de Pulp Fiction, c'est Repo Man. Ça, je ne l'ai pas vu. Non. Tu ne l'as pas vu? C'est le film avec Harry Dean Stanton et Emilio Estevez, qui est un film punk rock qui est très intéressant parce qu'il annonce justement ces films. Non, mais je pense qu'il y avait plein de... On en a cité pas mal, des films qui annonçaient un petit peu que tout d'un coup, on allait arriver vers un mélange de la comédie et enfin, pour renouveler un peu le film noir, de cette espèce de cocktail comme ça, de films d'horreur, de films noirs et de comédie, tu vois. Ouais. Ça commençait à pointer, et lui, il a quand même simplement après fait de manière épique, quoi. C'est-à-dire presque, tu vois, il l'a élevé à la vitesse supérieure. Mais je trouve que franchement, c'est très compliqué de suivre un film comme Pulp Fiction. Qu'est-ce que tu fais après ça? Tu vois, Brian De Palma, il disait, quand tu as gagné la course à 15 ans, qu'est-ce que tu fais à 17? Tu vois, c'est tout le problème de ses carrières. Et finalement, il s'en est pas mal tiré parce qu'il a quand même continué. Mais déjà, tu sais, on dit que le deuxième film est difficile. Je trouve que de faire Pulp Fiction après Reservoir Dogs, c'est assez spectaculaire. Le deuxième film, c'est souvent même le plus difficile. C'est comme les frères Cohen qui font Blood Simple et qui ensuite font Arizona Junior, je crois. Alors après, il a gagné la Palme d'Or à Cannes avec Pulp Fiction. Peut-être que ça aussi, je ne sais pas si ça l'a aidé parce que je mesure mal ce que les Palmes d'Or représentent aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que ce soit. Ça dépend des Palmes d'Or. Celle-là avait un aspect commercial qu'elles n'ont pas toutes. C'est Eastwood qui lui a donné la Palme d'Or, tu vois. Donc je pense que Eastwood avait décidé de miser finalement sur l'avenir. Je ne suis pas sûr que c'était sa tasse de thé, Pulp Fiction, à Clint Eastwood. Non, il en parle d'ailleurs. Il dit quand même que c'est un truc qui l'a surpris et que l'enthousiasme des autres jurés a fait qu'il a battu. Voilà, donc, mais c'était intelligent. C'était décidé de se tourner un peu vers l'avenir plutôt que. Il y avait sûrement plein d'autres films qui devaient être plus favoris que Pulp Fiction cette année-là, mais il a décidé de faire un peu confiance au 109. Mais disons qu'aujourd'hui, moi, je trouve quand même que ça reste encore. Quand je parlais d'à bout de souffle, tu vois.
je trouve que vraiment, il y a une vraie comparaison à faire avec Pulp Fiction, parce que et pourtant, a priori, ça n'a pas l'air. Mais finalement, quand tu regardes bien à bout de souffle, qu'est-ce que ça a de formidable? Il y a tous ces jump cuts qui ont été créés au tournage après, hein, qui ont donné un style qui était un peu nouveau à l'époque. Tu avais ce côté un petit peu extrêmement nonchalant, décontracté de Belmondo qui parle à la caméra. Mais si tu veux, aujourd'hui, je trouve que Tarantino a trouvé des équivalents de ça après dans Pulp Fiction, si tu veux. Mais tu as tout à fait raison. Et après, bon, à bout de souffle, a eu une descendance quand même énorme. Et les deux films sont comparables aussi là-dessus. Hein, c'est sur ce qu'ils ont déclenché après chez les gens qui ont suivi. Ouais, c'est vrai. Hein. Et contrairement à Godard, je trouve que Godard, si tu veux, après, s'est enfermé dans un cinéma finalement qui n'était plus narratif, tu vois, enfin, qui est resté après, qui tourne à vide, enfin, qui est devenu parce que je crois que franchement, il n'était pas forcément capable de faire des films normaux. Parce que quand on dit Godard, il a inventé une nouvelle manière de faire du cinéma, mais Godard serait, je pense, complètement incapable de revenir à un cinéma normal. Parce qu'il est tellement comme ça maintenant figé dans ce que c'est qu'un film de Godard, il attend tellement il pense tellement que les gens attendent de lui toujours c'est des gens qui sont paralysés un peu par la statue du commandeur, qui se sont eux-mêmes forgés, tu vois. C'est sûr, c'est évident, mais c'est un truc qui arrive souvent. C'est le danger de tous les metteurs en scène qui ont une identité extrêmement forte, comme ça. Hitchcock, un peu, était aussi là-dedans, hein, parce qu'à la fin, Hitchcock, par exemple, n'a jamais fait autre chose que des films d'Hitchcock, tu vois. C'est-à-dire, Tarantino a fameusement dit que les metteurs en scène ne faisaient pas fatalement leurs meilleurs films quand ils étaient plus âgés. Mais oui, mais même, si tu veux, Hitchcock aurait pu à un moment faire un western, faire autre chose que des films à suspense. Il est toujours resté dans ce créneau-là, tu vois. Et je pense que ça l'a limité après. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un éventail des possibles dans ce genre de cinéma. C'est vrai, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour un metteur en scène comme John Carpenter qui a toujours tenu justement la même ligne créatrice avec des films d'horreur ou fantastiques qui sont souvent extraordinaires. Ouais, les derniers, tu me diras. Plus série B, tu vois, mais Hitchcock est quand même un tel personnage devenu tellement important dans le cinéma américain à un moment, c'était presque un mogul, qu'il aurait pu tout à fait prendre des risques et faire comme Spielberg, tu veux. Et par exemple, des gens comme De Palma, Schrader ou Milius avaient été à une époque traumatisés par la couverture d'un magazine qui les avait tous dessinés et ils les avaient appelés les brutalistes, si tu veux. The Brutalist. C'était simplement pour me dire que c'était des gars qui faisaient des films trop violents, tu vois, et tout ça. Et ils ont tellement eu peur d'être après stigmatisés et réduits à ça, que ça les a poussés finalement à faire d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que si De Palma, il aurait pu continuer à ne faire que des films d'horreur comme Carrie ou comme Fury, tu vois, donc ça l'a poussé à vouloir faire des films de guerre comme Casualties of War, des films de gangsters comme Les Incorruptibles ou comme Scarface, tu vois, tout en restant quand même un peu violent, mais à ne pas se cantonner que dans un seul genre. Et Tarantino change de genre, il fait des westerns, il fait des films noirs, mais ça reste quand même presque le genre Tarantino. C'est devenu presque une marque qui est presque plus grande que le genre qu'il traite, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire un film qui n'est pas finalement un film de genre tarantinesque, tu vois. Et moi, j'aime bien les metteurs en scène qui souvent, des fois, se réinventent, tu vois. Comme Kubrick, qui a réussi à chaque fois à traiter un genre différent, mais ça restait un film de Kubrick quand même. Kubrick, ça restait un film de Kubrick, mais tu peux pas dire que c'est du Kubrickland, tu vois. Tarantino, tu as vraiment l'impression, tu vois, parce qu'il y a il y a une fétichisation des objets, des décors, tout vient du souvenir du cinéma qu'il a eu, que finalement, ça fait presque un monde fermé, tu vois, une espèce de monde en soi, comme ça. Et je trouve pas que les metteurs en scène, ils s'enferment un peu là-dedans. Alors après, bon, il y a des gens qui peuvent aimer ça, hein, franchement, même le Once Upon a Time in Hollywood, il y a des gens qui disent qu'il a changé après, à partir de là, que c'est un regard plus mélancolique que dans les films d'avant et que c'est un signe de maturité. Moi, je trouve pas tant que ça. Il y a quand même toujours des trucs très potaches dans Once Upon a Time in Hollywood. Tu as toujours ces histoires à la con de vouloir filmer des pieds des nanas pendant des séquences. Elles sont toutes pieds nus. Dans le film de la chauffeuse de taxi, il conduit son taxi pieds nus. C'est supportable. Oui, puis comment Margaret Qualley, là, quand elle est dans la bagnole de Brad Pitt, tu la vois aussi avec les pieds devant. Bon, on comprend que c'est son truc, mais Margot Robbie au cinéma. Margot Robbie au cinéma, donc c'est un peu too much, quoi. C'est-à-dire, et je trouve pas, moi, que j'adore la fin de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier plan, hein, quand il rentre dans la maison, quand il rentre dans la propriété de Sharon Tate avec le portail qui s'ouvre et tout. Je trouve que là, oui, il y a une sorte de
il y a une sorte de tristesse, de mélancolie qui rentre dans le film à ce moment-là. Tu vois. Mais je Ouais, trouve moi vraiment- j'aime bien le film. Il y a 45 minutes de trop, mais ce que je préfère, c'est les passages avec la famille Manson en général. Je trouve que DiCaprio est assez extraordinaire. Brad Pitt est formidable aussi, mais Ah non, mais les deux comédiens sont j'aurais magnifiques. préféré qu'il supprime quasiment toutes les scènes de western Ah oui, alors là, moi c'est ça. et que ce soit beaucoup plus Denis Go contre la famille Manson, avec Bruce Lee qui les aurait aidés en plus. La meilleure scène pour moi, c'est quand Brad Pitt va au ranch, tu vois, Ouais. Span Ranch, sûr, parce que même Span sur le plan Ranch. de la mise en scène, je trouve que c'est tellement bien filmé. Bah là, tellement- justement, tu es en plein film d'horreur, de film de zombies quand tu as la famille qui arrive. Il y a une telle tension. Finalement, c'est presque déceptif à la fin parce qu'il se passe rien, finalement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il repart juste après avoir pété la gueule d'un mec, mais il y a une telle tension qui est créée juste par la mise en scène que c'est très, très jouissif. Alors que quand il explose les trois à la fin, là, je trouve que finalement, c'est presque un remake de Inglourious Basterds. Mais tu vois, cette idée, finalement, qu'il faut changer l'histoire aussi. C'est-à-dire, Révisionnisme, ouais. c'est cette volonté de plier le monde à ton monde à toi. C'est-à-dire, c'est de vouloir finalement changer et Mais de ça, on ramener le sent effectivement quand tu parles d'un monde fermé et Voilà. presque mort. Quand ces gens tout d'un coup sont dans un diner, tu sais, quand tu as Tim Roth et Amanda Plummer qui font leur casse, pendant une demi-heure, personne n'entre dans ce restaurant. Pareil pour les Hillbillies, quand ils sont en train de comiser le pauvre Marcellus Wallace, personne n'entre dans cette boutique. Le monde se Et filme. là encore, si tu veux, même Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, ça veut dire faire revenir les morts, c'est-à-dire de ressusciter Sharon Tate, c'est-à-dire ne pas la montrer tuée par la famille Manson. Bon, on peut trouver ça, mais c'est une idée aussi quand même de ramener les morts, quoi, c'est-à-dire de les faire continuer. Et de réécrire l'histoire, comme tu disais, ce qu'il avait amorcé avec Inglourious Basterds. Ça veut dire de créer un monde comme ça en se fichant complètement de la chronologie, de qui a gagné la guerre ou pas, tu vois, enfin, et finalement, tu es en circuit fermé, tu vois, donc ça peut être très rigolo, mais ça a aussi ses limites, je trouve. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Voici venue l'heure tant attendue de ta liste. Alors écoute, moi, il faut en donner combien? Tout ce que tu veux, c'est toi qui décides. Alors écoute, je sais pas combien il en avait, 9, tu dis Il y en a 9 si on compte Kill Bill comme 2 films. Écoute, moi, celui que je préfère, c'est Pulp Fiction. Après, tu sais, franchement, il y en a qui se valent. Reservoir Dogs, j'aime beaucoup, mais je ne le revois pas tant que ça, tu vois. Mais je pense que je le mettrais quand même en numéro 2. Et après, moi, je mettrais vraiment Kill Bill. Mais alors, moi, contrairement à toi, moi, je mettrais Kill Bill volume 1, tu vois, parce que j'aime beaucoup moins le volume 2. J'ai juste le volume 1 que j'aime bien, donc je mettrais le volume 2 plus loin. Moi, je les dissocierais, tu vois. Ouais. Donc, je mettrais Kill Bill volume 1. Après, je mettrais, je crois... écoute, moi, franchement, j'avais pris beaucoup de plaisir, même si je trouve le film assez débile. J'avais pris beaucoup de plaisir à Inglourious Basterds. Après, je mettrais, je pense, Once Upon a Time in Hollywood. Après, je mettrais Django. Après, je mettrais Kill Bill 2. Après, je mettrais Jackie Brown, parce que je ne regarde pratiquement pas Jackie Brown. Et après, je mettrais, qu'est-ce qui reste d'autre? Oui, ça, j'aime pas du tout Boulevard de la Mort, donc je crois que ce serait le dernier que je mettrais. Alors, on va pas mettre Four Rooms non plus. Hein, non, on compte pas Four Rooms, non, ni From Dusk Till Dawn, ni True Romance. Voilà. Et alors moi, c'est Pulp Fiction comme toi. Ensuite, Inglourious Basterds, que j'avais vu en salle à la sortie au Dôme à Los Angeles, où tu avais le public californien qui venait voir le fils prodigue. Mais en fait, c'est drôle parce qu'il n'est pas né à Los Angeles, il est né dans le Tennessee, à Knoxville, ce que j'ai découvert à l'occasion de cette émission. Mon troisième, c'est Reservoir Dogs. Quatrième, j'aime bien Django Unchained jusqu'à la mort, spoiler alert, de Christophe Waltz et de DiCaprio. Il y a quand même ensuite 45 minutes de film. Non, il y en a peut-être pas 45, mais il y en a bien 25, hein, je pense, encore après. Et c'est vraiment très, très long. Ah, c'est très long. Once Upon a Time in Hollywood, dont on a parlé, Hateful Eight, et les deux que j'aime pas du tout. J'ai oublié Hateful Eight, mais j'aime pas du tout. Hein, donc je le mettrais en queue de... Je te dis pas que je le reverrai, mais en tous les cas, les deux que j'aime pas du tout, c'était donc les deux Kill Bill et Death Proof. Ouais. Moi, je préfère quand même Kill Bill aux 8 salopards, moi, j'avais gardé un souvenir assez pénible quand même de ça. C'était un peu lent, effectivement, dans la neige, et cette espèce de huis clos. Surtout ce que ça racontait, ça m'intéressait pas du tout. On avait l'impression de voir une sorte de Cluedo de western. Enfin, Agatha Christie, gore, dans la neige, ouais. Moi, je l'avais vu en 70 mm, tu vois, parce qu'il l'avait sorti en 70 mm, je me souviens. Alors, visuellement, c'était quelque... Mais j'en garde rien. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ça doit être un des seuls que j'ai pas en Blu-ray, je crois, tu vois. Bien, mon cinébuddy, merci pour ce voyage dans la ville des anges déchus. Alors, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Merci de liker, de partager.
sur SoundCloud, Stitcher et iTunes. Merci Roman. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes, sans oublier de souscrire à la chaîne YouTube d'Abracadapod. Merci. Et maintenant, ton nom et ta catchphrase, la fameuse phrase signature. Ben, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Jean Weber pour Abracadapod et Cinebodies, signing off. Et maintenant, I'ma get medieval on your ass.